Sur le front de l'Est, la reddition ne signifiait pas la vie. Pour des milliers de soldats allemands, être capturés au combat était aussi mortel que de rester sur le champ de bataille. La haine accumulée, les ordres d'extermination et le souvenir de villages détruits ont fait de l'exécution immédiate une pratique habituelle. Les prisonniers étaient alignés dans des fossés, pendus aux arbres, ou abattus sur les chemins ruraux sans enregistrement ni procès. Certains ont été fusillés devant la population comme avertissement. D'autres sont tombés dans des marches forcées où la mort survenait par la faim, le froid ou des tirs sommaires. Le front le plus sanglant de la guerre ne laissait pas de place aux normes internationales. Pourquoi la capture équivalait-elle à une condamnation immédiate? Quel rôle ont joué les ordres d'extermination pour légitimer ces morts? Comment se souvient-on aujourd'hui d'un front où la défaite se terminait presque toujours par une exécution? La guerre sans règles, Barbarossa et l'ordre d'extermination. Le 22 juin 1941 a commencé l'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union soviétique. Dès sa conception, elle a été conçue comme un type de guerre différent de tout autre mené en Europe jusqu'alors. Il ne s'agissait pas seulement d'un affrontement entre armées, mais d'un conflit idéologique et racial méticuleusement planifié par le régime nazi. Adolf Hitler avait exprimé dans la décennie de 1920, dans son ouvrage programmatique, que le territoire oriental devait devenir l'espace vital de l'Allemagne. Dans cette vision, les populations slaves étaient classées comme des êtres inférieurs dont la fonction se limitait à la servitude ou à l'élimination physique. La planification de l'invasion a été réalisée en coordination entre la Wehrmacht et les autorités politiques du Troisième Reich. Contrairement aux campagnes précédentes, il ne s'agissait pas seulement de vaincre l'armée ennemie pour parvenir à une paix négociée. Le but déclaré était de détruire le système soviétique et de transformer radicalement ses territoires. Cette conception plaçait la population civile, les ressources économiques et les structures de politique de l'adversaire comme des objectifs militaires légitimes. Des directives émises des semaines avant l'attaque ont confirmé cette approche et ont marqué une trajectoire différente dans la conduite de la guerre. Le 6 juin 1941, le haut commandement allemand a promulgué l'ordre des commissaires, connu en allemand sous le nom de Kommissarbefehl. Ce document stipulait que les commissaires politiques de l'armée rouge, capturés en combat, devaient être exécutés immédiatement après leur capture. Les commissaires étaient des cadres du Parti communiste intégrés dans les unités militaires soviétiques et leur mission consistait à garantir la fidélité idéologique des soldats. Pour les autorités nazies, ces figures symbolisèrent l'ennemi bolchevique dans sa forme la plus pure et, en conséquence, ils n'étaient pas reconnus comme prisonniers de guerre sous les conventions internationales. L'ordre stipulait qu'ils ne devaient pas être transférés dans des camps de prisonniers, mais éliminés sommairement sur le lieu de leur capture. L'application de cette mesure a varié selon les commandements et les unités, mais ses effets ont été immédiats. De nombreux commissaires ont été fusillés après s'être rendus, parfois devant d'autres prisonniers, comme méthode d'intimidation. Certains officiers allemands ont exprimé des réserves privées concernant la légalité et les répercussions possibles, bien que dans la pratique l'ordre ait été largement exécuté. Cela a établi une rupture délibérée avec le droit international et a institutionnalisé l'exécution extrajudiciaire comme partie de la politique de guerre. En parallèle, entre avril et mai de cette même année, ont été émises les ordonnances dites de Barbarossa. Ces instructions exemptaient les soldats allemands de responsabilité pénale en cas de crime contre des civils soviétiques. En pratique, elles autorisaient des exécutions sommaires de toute personne suspectée de résistance et légitimaient les punitions collectives à l'encontre de communautés entières. Cela institutionnalisait la responsabilité collective comme norme opérationnelle, élargissant la portée de la violence au-delà du combat régulier. Un autre composant essentiel fut la politique de la faim, connue sous le nom de Hungerplan, conçue sous la direction de Herbert Bach au ministère de l'Alimentation du Reich. Le plan prévoyait que les ressources agricoles de l'Ukraine et du sud de la Russie devaient être prioritaires pour approvisionner l'Allemagne et ses troupes. Les planificateurs estimaient que cette redistribution des ressources conduirait à la mort par famine de millions de Soviétiques, notamment dans les zones urbaines jugées dispensables. La faim a donc été conçue comme une arme stratégique et comme un moyen de restructuration démographique.
Pendant les premières semaines de l'invasion, ces politiques ont conduit à la destruction systématique de villages, à l'exécution d'otages et à des déportations massives. Après l'avancée de la Wehrmacht, les Einsatzgruppen, unités spéciales des SS chargées d'éliminer les Juifs, commissaires, intellectuels et autres groupes considérés comme hostiles au Reich, ont pris le relais. Bien que formellement séparées de l'armée régulière, ces unités ont bénéficié du soutien logistique des forces allemandes, opérant sous le même cadre d'impunité. Le résultat a été l'instauration d'un régime de violence planifié dans les territoires occupés. L'impact sur la population civile a été immédiat. Des communautés rurales ont été anéanties sous le soupçon de collaboration avec la résistance. Les récoltes et le bétail ont été confisqués, ce qui a provoqué des famines dans de vastes régions. En Biélorussie et en Ukraine, des déportations massives d'habitants destinés au travail forcé dans le Reich ont été effectuées. Des milliers de personnes ont été fusillées en représailles à des attaques isolées de partisans. Ces mesures, visant à contrôler la population, ont été perçues comme des actes de terreur indiscriminés. L'Armée rouge, en pleine retraite cette année-là, recevait des informations constantes sur les massacres. Les soldats qui ont survécu aux premiers mois de l'offensive ont été témoins directs de la destruction de leur village et de la mort de leurs proches. La propagande soviétique n'avait pas besoin d'élaborer des récits fictifs, car la dévastation était visible et vérifiable. Cette connaissance a généré une augmentation de la haine envers l'envahisseur et a durci l'attitude face aux prisonniers allemands. Des documents internes du NKVD reflètent qu'en 1941 déjà, des exécutions immédiates de captifs allemands étaient enregistrées, résultat d'une pression croissante parmi les troupes. Bien que les directives officielles établissaient le transfert de prisonniers à l'arrière, en pratique, la violence s'imposait comme réponse directe aux politiques allemandes d'extermination. Le caractère idéologique de la campagne a influencé de manière décisive cette dynamique de violence réciproque. Hitler avait présenté l'opération comme une lutte existentielle contre le bolchevisme juif, instruisant ses troupes à ne pas considérer les soviétiques comme des adversaires honorables, mais comme des ennemis à éradiquer. Ce discours a encouragé les soldats allemands à ignorer les normes internationales de la guerre. En retour, le traitement inhumain infligé à des millions de prisonniers soviétiques capturés, morts de faim, de froid ou exécutés, a renforcé parmi les combattants de l'Armée rouge la conviction que les Allemands ne méritaient pas un autre sort en tombant entre leurs mains. La tactique de la terre brûlée a constitué une autre dimension de la catastrophe. Pendant leur avancée, les Allemands ont détruit les récoltes et les habitations pour empêcher l'ennemi de pouvoir les utiliser. En même temps, Staline a ordonné aux troupes soviétiques d'appliquer le même principe lors de leur retraite, incendiant des villages et transférant des usines vers l'intérieur. La population locale s'est retrouvée piégée entre deux forces qui appliquaient des mesures de dévastation systématique. Des millions de déplacés ont résulté de cette politique double, dans un scénario où la destruction matérielle s'ajoutait à la violence planifiée. Le bilan de la première année de l'invasion fut dévastateur. Des millions de prisonniers soviétiques moururent en captivité, la plupart de faim, d'exposition et d'exécution sommaire. La population civile dans les zones occupées subit des pertes massives dues à des fusillades collectives, des famines provoquées et des déportations. L'ampleur de la catastrophe fut enregistrée dans des rapports officiels et dans le témoignage direct de survivants qui atteignirent les lignes soviétiques. Pour les combattants de l'Armée rouge, cette réalité éliminait la possibilité de considérer la reddition comme une option de survie. La conviction que tomber prisonnier signifiait la mort transforma leur morale de combat et conditionna le traitement qu'ils réserveraient aux soldats allemands capturés à l'avenir. Les ordres nazis, conçus comme des instruments pour briser la résistance soviétique par la terreur, eurent l'effet inverse. Au lieu de faciliter une victoire rapide, elles consolidèrent la détermination de la population et de l'Armée rouge. Les exécutions de commissaires, les massacres de villages et la politique de la faim restèrent gravés dans la mémoire immédiate des combattants et des civils sous occupation. Cette mémoire devint l'un des facteurs qui alimenterait la chaîne de représailles et d'exécutions de soldats allemands capturés, phénomène qui prendrait une dimension croissante dans les années ultérieures. Exécution immédiate, la vengeance sur le champ de bataille. L'invasion allemande de l'Union soviétique a créé dès le début un cadre de violence dans lequel la reddition ne garantissait pas la survie.
Au cours des premiers mois de l'opération Barbarossa, des enregistrements documentés d'exécutions immédiates de soldats allemands capturés par des troupes de l'armée rouge et par des groupes de partisans dans les territoires occupés ont été observés. Ces actions ne provenaient pas d'une politique centralisée, mais de réactions locales conditionnées par la dévastation observée, la haine accumulée et la perception répandue que les Allemands ne respectaient pas les normes internationales sur le traitement des prisonniers. En Ukraine, où l'offensive allemande avançait rapidement vers Kiev et le Dniepr, certains des premiers cas confirmés de soldats allemands exécutés après leur capture se sont produits. Les rapports du NKVD de la fin de 1941 mentionnent des fusillades de prisonniers dans les environs de Kharkov. La justification indiquée dans ces documents était l'impossibilité de transférer les captifs en toute sécurité vers l'arrière, dans un contexte de communications interrompues et de lignes de ravitaillement désorganisées. Les exécutions collectives impliquèrent généralement de petits groupes d'hommes alignés contre des murs détruits ou des fossés anti-chars et éliminés par des pelotons improvisés de soldats soviétiques. Aucun interrogatoire détaillé ni processus d'identification formelle n'était effectué. En Biélorussie, la dynamique a pris un profil distinct en raison de la formation précoce de groupes de partisans locaux. Dans une région qui est restée sous contrôle allemand depuis le début de l'invasion, des paysans, des soldats retardataires et des cadres communistes ont organisé une résistance irrégulière. Parmi leurs pratiques les plus fréquentes figurait l'exécution immédiate de soldats allemands isolés ou embusqués sur des routes secondaires. Des documents allemands de 1942 informent sur des patrouilles disparues dont les corps ont été retrouvés ultérieurement dans des fosses peu profondes ou pendus dans des forêts. Ces exhibitions visaient à envoyer un message tant aux occupants qu'à la population locale. Tout soldat allemand capturé serait éliminé sans délai. Lors des combats de Smolensk, durant l'été de 1941, des fusillades ont été enregistrées après la capture de traînards allemands pendant la retraite. Les prisonniers étaient interrogés brièvement et, en l'absence d'informations considérées utiles, exécutés dans des fossés anti-chars abandonnés. Un schéma similaire s'est répété dans la défense de Moscou en hiver de cette même année. Les rapports de la Stavka indiquent que les commissaires politiques ont reçu l'autorisation d'ordonner des exécutions sommaires dans les villages proches de la capitale. Le froid extrême, le manque d'infrastructures et l'effondrement des communications étaient des arguments invoqués pour justifier l'élimination immédiate des capturés, considérés comme un risque impossible à gérer dans ces circonstances. À Koursk, pendant l'été de 1943, la bataille de chars a produit des milliers de pertes en quelques jours. Parmi les prisonniers capturés lors des affrontements de Prokhorovka, il y a eu des exécutions immédiates. Des rapports allemands ultérieurs recueillent des témoignages de survivants qui ont réussi à échapper à l'encerclement et décrivent des divisions arbitraires. Certains soldats étaient envoyés vers l'arrière, tandis que d'autres étaient fusillés sur les bords des champs de bataille. Les méthodes d'exécution variaient selon la situation. Les fusillades avec des armes légères étaient les plus fréquentes, mais pas les seules. Dans des affrontements urbains, il y a eu des cas où des soldats allemands capturés dans des bâtiments ont été éliminés avec des grenades lancées à l'intérieur, évitant ainsi de les garder en détention en plein combat. Dans d'autres secteurs, la proximité physique du combat a provoqué des coups de baïonnette après la reddition. Ces actions répondaient à la fois à l'intensité du combat et à l'impossibilité matérielle de garder les prisonniers sous contrôle. Dans les zones rurales, les pendaisons improvisées sont devenues une méthode caractéristique. En Biélorussie et en Ukraine, il y a eu des cas documentés de soldats allemands pendus sur des places ou des arbres visibles, accompagnés parfois de pancartes écrites à la main, les présentant comme représailles pour la destruction de maisons ou pour des meurtres de civils. Les corps restaient exposés pendant des jours afin d'intimider la population et de transmettre des avertissements à l'ennemi. La justice sommaire soviétique se caractérisait par la rapidité et par l'absence de procédures standardisées. Les prisonniers étaient souvent interrogés pendant quelques minutes. S'ils n'offraient pas d'informations de valeur ou s'ils étaient identifiés comme membres d'unités impliquées dans des atrocités, l'exécution était immédiate. Les commissaires politiques avaient autorité pour décider de la vie des captifs et à de nombreuses reprises, ils ont ordonné l'élimination de tous les prisonniers d'une action militaire spécifique. Les arguments officiels faisaient référence à des limitations logistiques et au manque de sécurité lors des déplacements.
bien qu'en pratique, il s'agissait d'une politique tolérée d'élimination systématique. Les partisans locaux opéraient avec moins de restrictions que les unités régulières. En Biélorussie, les patrouilles allemandes capturées étaient exécutées publiquement devant la population comme message adressé aux éventuels collaborateurs et aux occupants eux-mêmes. En Ukraine occidentale, des cas ont été documentés où des prisonniers étaient incinérés dans des bâtiments, présentés comme représailles pour des incendies antérieurs provoqués par les troupes allemandes. Ces actions ne poursuivaient pas d'informations militaires, ni ne résolvaient de problèmes logistiques, mais fonctionnaient comme des actes de représailles symboliques reflétant un degré de violence plus élevé. Les rapports du NKVD de 1942 confirment que les exécutions sommaires étaient des pratiques connues et tolérées. Bien que les instructions officielles prévoyaient le transfert des prisonniers vers des camps à l'arrière, la guerre de mouvements constants et les communications interrompues rendaient leur application régulière impossible. Les documents administratifs décrivent ces exécutions comme des mesures préventives pour éliminer des éléments dangereux ou éviter des évasions, utilisant une terminologie qui dissimulait ce qui, en pratique, était l'élimination délibérée de prisonniers. Le comportement des troupes soviétiques était directement conditionné par le traitement des millions de prisonniers soviétiques sous garde allemande. Pour 1942, il était largement connu que les soldats capturés par la Wehrmacht survivaient difficilement. L'information sur la famine planifiée, les exécutions et la mortalité massive circulaient largement entre les unités. Dans ces conditions, de nombreux combattants soviétiques considéraient inutile de préserver la vie des soldats ennemis. L'élimination immédiate est devenue un principe opérationnel non écrit sur divers fronts. À mesure que la guerre s'intensifiait, les cas d'exécutions immédiates se multipliaient. Pendant la contre-offensive après Moscou et dans des batailles comme Koursk, les troupes soviétiques ont trouvé des milliers de soldats allemands affaiblis ou traînards. La pratique de fusiller ceux qui ne pouvaient pas être déplacés est devenue un schéma répété. La combinaison de représailles pour les atrocités observées, des limitations logistiques et de la perception de l'inutilité opérationnelle à garder les prisonniers a consolidé une dynamique de violence qui s'est étendue sur tout le front oriental. Pour les soldats soviétiques, ces exécutions étaient interprétées comme des actes de justice directe face aux crimes commis par l'envahisseur. La destruction de villages, les massacres de civils et la politique de la faim avaient configuré un contexte dans lequel l'élimination des prisonniers allemands était vue comme une réponse proportionnelle et légitime. Le résultat fut l'instauration d'un cycle de violence immédiate qui s'est intégré comme partie de l'expérience de guerre sur le front oriental. Stalingrad, la condamnation des prisonniers. La bataille de Stalingrad, livrée entre l'été de 1942 et février de 1943, représenta un des moments décisifs de la guerre sur le front de l'Est. La défaite allemande signifia la perte de l'une de ses forces les plus expérimentées et la capture massive de dizaines de milliers de soldats soumis à des conditions de captivité extrême. La reddition de la 6e armée entre le 31 janvier et le 2 février 1943 a laissé près de 90 000 prisonniers aux mains soviétiques. Parmi eux se trouvaient 24 généraux et plus de 2000 officiers. L'effondrement a entraîné la disparition pratique d'une armée complète, avec sa structure de commandement, ses réserves logistiques et sa capacité opérationnelle. La reddition ne s'est pas produite de manière uniforme. Certains groupes isolés ont combattu quelques jours de plus, d'autres se sont rendus en petits contingents à mesure qu'ils épuisaient leurs munitions, et la plupart ont déposé les armes quand il ne restait plus de fournitures ni de moyens de résistance. Les conditions physiques des vaincus étaient désastreuses. Après des mois de siège, de faim prolongée et de températures extrêmes, les soldats présentaient une fatigue sévère, avec des uniformes déchirés et sans munitions utiles. Des maladies, comme la dysenterie, le typhus et les engelures, étaient répandues. La 6e armée s'était effondrée logistiquement avant sa reddition, de sorte que les prisonniers livrés étaient déjà au bord de l'effondrement vital. Le transfert vers les camps arrière est devenu une expérience mortelle. Les unités soviétiques chargées de la garde manquaient de moyens pour fournir nourriture, transport motorisé ou abris adéquats. Des colonnes de milliers d'hommes ont été obligées de marcher pendant des jours et des semaines par des températures de 20 et 30 degrés en dessous de zéro. Sans nourriture,
Beaucoup ont eu recours à des écorces d'arbres, des restes de pommes de terre ou de la viande de chevaux morts. Ceux qui ne pouvaient pas maintenir le rythme étaient frappés ou exécutés sur le champ. Le long des routes d'évacuation, les cadavres gelés de ceux qui tombaient restèrent visibles, s'accumulant sur les bords des routes. Dans les premières étapes de ces marches, la mortalité a été massive. Les documents soviétiques reconnaissent que des dizaines de milliers sont morts d'hypothermie, de faim aiguë et d'exécution sommaire. Le NKVD a admis dans des rapports internes que le pourcentage de pertes était extraordinairement élevé, bien qu'il les présentait comme une conséquence inévitable de la faiblesse extrême des prisonniers après des mois de siège. Les centres de détention improvisés n'étaient pas non plus préparés pour un afflux aussi nombreux. À Beketovka, en périphérie de Stalingrad, des dizaines de milliers d'hommes ont été rassemblés dans des baraquements sans chauffage et sans lits individuels. La ration quotidienne consistait en une soupe diluée et du pain de mauvaise qualité, incapable de couvrir les besoins minimaux de subsistance. L'accès à l'eau potable était limité et les conditions sanitaires inexistantes. Des maladies comme le typhus et la dysenterie se propagèrent rapidement. D'autres groupes ont été envoyés dans des installations à Tambov et Saratov, où les conditions ne différaient pas substantiellement. Des rapports ultérieurs d'observateurs internationaux ont décrit les prisonniers dans un état de famine, avec des corps décharnés et des symptômes de maladie à des stades avancés. Les médecins soviétiques étaient peu nombreux et manquaient de médicaments de base. Les blessés graves sont décédés dans les premiers jours sans recevoir de traitement. Les chiffres reflètent l'ampleur de la tragédie. Des environ 90 000 capturés vers la fin de 1943, seuls environ 20 000 survivaient. Au fil des ans, entre les transferts vers des camps en Sibérie, dans le Caucase ou en Asie centrale et la mortalité associée aux travaux forcés, à peine environ 5 000 ont été rapatriés en Allemagne. Ces rapatriements ont eu lieu dans les années 1950, après des négociations entre le chancelier Konrad Adenauer et les autorités soviétiques. Le traitement reçu se caractérisait par l'indifférence de nombreux soldats soviétiques à la souffrance des prisonniers. La destruction totale de la ville, avec des centaines de milliers de civils morts pendant les combats, a créé un environnement dans lequel le captif allemand était vu avec mépris. Les gardes poussaient physiquement les colonnes et n'intervenèrent pas quand quelqu'un tombait d'épuisement. À de nombreuses reprises, ils tirèrent sur ceux qui tentaient de s'arrêter, renforçant la perception parmi les prisonniers que la reddition équivalait à une condamnation à mort. Du point de vue soviétique, certains soldats qui ont participé à la garde ont ensuite reconnu que les prisonniers étaient pratiquement des cadavres vivants et qu'il était impossible de les maintenir en vie avec les ressources disponibles. Bien que certains aient manifesté de la compassion, le souvenir de la dévastation causée par la Wehrmacht à Stalingrad et dans d'autres villes annulait toute possibilité de clémence. En parallèle, le NKVD a organisé des interrogatoires d'officiers et de généraux capturés. Parmi eux se trouvait Friedrich Paulus, commandant de la 6e armée, qui plus tard collaborerait à des activités de propagande contre le régime nazi. Cependant, la majorité des officiers intermédiaires n'a pas reçu de traitement différencié. Après de brefs interrogatoires, ils ont été envoyés dans des camps où ils sont morts dans des conditions similaires à celles de leurs troupes. Le contraste entre le sort des hauts responsables et celui des soldats ordinaires était significatif. Alors que certains généraux étaient préservés pour leur valeur de propagande, la grande masse de prisonniers n'avait pas de considération spéciale. La différenciation a renforcé la perception que la captivité soviétique équivalait en pratique à une condamnation à mort, avec de rares exceptions motivées par des intérêts politiques. L'épisode de Stalingrad était unique par son échelle et ses conséquences. La capture simultanée de dizaines de milliers d'hommes dans des conditions d'effondrement physique, combinée à l'incapacité logistique de les soutenir, a provoqué une mortalité sans précédent. Sur d'autres fronts, les prisonniers pouvaient être redistribués progressivement vers des camps où, malgré des conditions extrêmes, la survie était statistiquement plus élevée. À Stalingrad, la combinaison de la faim, du froid, des maladies et du manque de ressources a transformé la reddition en une condamnation presque absolue. Opération Bagration, l'extermination du groupe d'armées Centre. En juin 1944, tandis que les forces alliées consolidaient leur position après le débarquement en Normandie, l'armée rouge lança sur le territoire biélorusse l'une des offensives les plus dévastatrices de toute la guerre.
L'opération stratégique, appelée Bagration, visait l'anéantissement du groupe d'armées centre de la Wehrmacht, déployé sur un front s'étendant de Polotsk à Bobruisk. Le résultat fut la destruction totale de dizaines de divisions allemandes et la capture massive de soldats dont le destin fut marqué par des exécutions sommaires, des marches forcées à mortalité extrême et des massacres locaux dispersés dans tout le territoire biélorusse. L'offensive a commencé le 22 juin, exactement 3 ans après le début de Barbarossa. La Stavka a concentré en Biélorussie plus de 2 millions de combattants soutenus par des milliers de chars et d'avions. En phase 2, le groupe d'armées centre disposait d'une force qui n'atteignait pas le million d'hommes, en grande partie composée de recrues sans expérience et d'unités affaiblies par des années de combat. Le déséquilibre était absolu dès le début. En quelques jours, de multiples lignes défensives se sont effondrées. Des villes clés, telles que Vitebsk, Orsha et Mogilev, ont été encerclées par des forces blindées soviétiques qui avancèrent à une vitesse supérieure à la capacité de réaction allemande. La capture de prisonniers atteignit des proportions sans précédent depuis Stalingrad. À Vitebsk, 5 divisions furent encerclées et plus de 30 000 hommes se rendirent en l'espace de quelques jours. À Bobruisk, après des combats urbains qui se prolongèrent près d'une semaine, 40 000 soldats déposèrent les armes lorsque leurs munitions furent complètement épuisées. À Minsk, la capitale de la République soviétique de Biélorussie, la chute du siège signifia la capture de près de 100 000 hommes, un coup définitif pour le groupe d'armées centre. Les marches forcées vers l'arrière se caractérisaient par des conditions mortelles. Des colonnes de milliers de prisonniers parcouraient des centaines de kilomètres par des chemins ruraux sans nourriture ni eau suffisante. Les soldats qui ne pouvaient pas suivre le rythme étaient écartés et exécutés d'une balle dans la tête, laissant leur corps abandonnés au bord du chemin. La faim est devenue un instrument délibéré de contrôle. Les rations étaient minimes et parfois inexistantes pendant plusieurs jours consécutifs. Lors des pauses nocturnes, les prisonniers tentaient de recueillir des feuilles, de l'herbe ou de l'écorce pour calmer leur faim. Un rapport interne soviétique de juillet 1944 reconnaissait des taux de mortalité très élevés pendant les transferts, les attribuant à la faiblesse extrême des captifs et à des limitations logistiques. Cependant, des témoignages allemands recueillis après-guerre soulignent que les gardes appliquaient une discipline extrêmement sévère, punition immédiate contre ceux qui s'arrêtaient et abandon systématique des traînards condamnés à mourir de froid, de faim ou d'épuisement. En plus des marches, il y a eu des exécutions collectives dans des localités où la résistance partisane avait été intense. À Glusk, des dizaines de prisonniers ont été alignés contre des murs endommagés par les combats et fusillés après l'occupation soviétique. Dans la forêt de Naliboki, des partisans locaux ont capturé une patrouille de plus de 40 hommes et l'ont exécutée sans interrogatoire, enterrant les corps dans une fosse commune improvisée. Ces épisodes, bien que de moindre envergure que les marches, montrent le caractère fragmenté et dispersé de la violence qui a accompagné l'opération. La différence avec Stalingrad était évidente dans le traitement des captifs. À Stalingrad, les prisonniers étaient centralisés dans quelques camps improvisés, où la majorité mourut dans les mois suivants en raison de la faim et des maladies. À Bagration, la magnitude et la dispersion géographique des captures empêchaient un système centralisé. La Stavka avait conçu l'opération avec un objectif militaire prioritaire, détruire le groupe d'armées centre et libérer la Biélorussie. La gestion ultérieure de dizaines de milliers de prisonniers n'avait pas été prévue. La conséquence fut l'improvisation. Marches interminables avec des taux de mortalité élevés, exécutions pendant les transferts et massacres locaux organisés par des partisans ou des unités de sécurité. Le NKVD a établi des camps provisoires à Gomel, Smolensk et Minsk, mais la saturation a été immédiate. Une partie considérable des prisonniers n'a jamais atteint ces installations et est morte sur les routes ou lors d'exécutions sommaires. Les chiffres disponibles indiquent que sur les plus de 300 000 capturés pendant Bagration, seule une fraction a atteint les registres formels des camps de prisonniers. La majorité a disparu lors des marches ou dans des massacres locaux. Ceux qui ont survécu au transfert ont été employés à des travaux forcés. À Minsk, ils ont participé à la reconstruction de la ville dévastée, ainsi qu'à la réparation des infrastructures ferroviaires et des routes détruites par les combats. Pourtant, la faiblesse physique initiale et les conditions de travail extrêmes réduisaient drastiquement les chances de survie.
Les chiffres de rapatriement montrent que très peu de ceux capturés pendant Bagration ont réussi à revenir en Allemagne dans les années suivantes. Cette réalité fait de l'opération l'un des plus grands désastres humains subis par la Wehrmacht pendant tout le conflit. La dimension symbolique a également eu de l'importance. En juillet 1944, près de 57 000 prisonniers allemands ont été forcés de défiler dans les rues de Moscou lors de ce qui a été appelé la Marche des Vaincus. Cet épisode, exceptionnel et conçu à des fins de propagande, a montré au monde l'ampleur de la défaite allemande. Cependant, ce qui n'a pas été montré publiquement, ce sont les milliers de morts le long des chemins ruraux de Biélorussie, dont les décès ont été enregistrés uniquement dans des archives administratives. Les marches de la mort, du champ de bataille à la captivité. Les redditions massives sur le front oriental ne signifiaient pas pour les soldats allemands un transfert ordonné vers des installations arrières soviétiques. Pour des dizaines de milliers de prisonniers, la capture est devenue le début d'une nouvelle forme de souffrance. Des marches forcées s'étendant sur des centaines de kilomètres, sans provisions alimentaires, ni abri adéquat, ni refuge nocturne. Ces marches, organisées de manière improvisée par des unités de l'armée rouge ou par des agents du NKVD, se transformèrent en véritables sentences de mort pour des hommes qui, après avoir survécu au combat, manquaient de force physique pour surmonter des épreuves supplémentaires de résistance. Les premiers documents enregistrés de ce phénomène datent de l'hiver de 1941, lorsque l'offensive allemande a été arrêtée à proximité de Moscou. De petits groupes de soldats capturés pendant les combats ont été contraints de marcher vers des centres de détention à l'arrière. Les températures chutaient régulièrement à 30 degrés en dessous de zéro. Sans vêtements appropriés pour des conditions si extrêmes, de nombreux prisonniers tombaient épuisés dans la neige et étaient abandonnés par les gardes. Les cadavres restaient gelés dans les mêmes positions où ils étaient tombés, transformant les chemins en couloirs de mort visibles pour ceux qui marchaient derrière. À mesure que la guerre s'intensifiait, les marches forcées devenaient une procédure habituelle. En Ukraine, après les batailles de 1943 et 1944, des colonnes de prisonniers étaient dirigées vers des villes comme Kharkiv ou Kiev. Ces trajets duraient plusieurs jours et dépassaient souvent les 100 kilomètres. Les captifs recevaient rarement des rations. Parfois, certains civils locaux jetaient des morceaux de pain, mais dans de nombreux endroits, la population, marquée par le souvenir de l'occupation allemande, répondait par des insultes, des pierres et des crachats. L'humiliation psychologique s'ajoutait à la faim et à l'épuisement, créant des conditions dans lesquelles la survie dépendait presque exclusivement de la résistance physique individuelle. En Lettonie, après les combats de l'été de 1944, les prisonniers furent obligés à parcourir de longues distances vers Riga et Daugavpils. La chaleur et la déshydratation provoquèrent de nombreux effondrements sur les routes. La règle imposée par les gardes était claire. Tout homme qui ne pouvait pas se relever immédiatement était exécuté sur le champ. Les fusillades des traînards étaient si fréquentes que les fossés le long des routes se remplissaient de corps abandonnés. Les rapports soviétiques officiels décrivaient ces décès comme inévitables, les attribuant au mauvais état physique des captifs. Cependant, les témoignages recueillis après la guerre insistent sur le fait qu'il s'agissait d'exécutions délibérées employées comme méthode disciplinaire. En Pologne, après l'offensive de la Vistule en janvier 1945, des milliers de soldats allemands capturés furent forcés de marcher en plein hiver vers des camps improvisés dans des villes comme Lublin. Le froid extrême et le manque absolu de nourriture causèrent une mortalité extraordinaire. Les témoignages mentionnent que les prisonniers dormaient directement sur la neige, sans couverture ni abri. À l'aube, des dizaines de corps demeuraient immobiles, victimes d'hypothermie et de faim. Les cadavres restaient éparpillés le long des chemins, recueillis plus tard par des équipes spécialisées ou simplement abandonnés. Le NKVD a joué un rôle central dans l'organisation de ces marches. Ces agents sélectionnaient les prisonniers directement sur le champ de bataille. Ceux identifiés comme membres des SS ou d'unités spéciales étaient séparés et exécutés immédiatement. Les autres étaient soumis à des châtiments physiques pendant les marches. Les coups avec des crosses de fusil ou des bâtons de bois étaient courants pour imposer le rythme. Les rapports internes de l'organisation reconnaissent que les commandants avaient l'autorisation explicite d'éliminer ceux qui ne pouvaient pas continuer, ce qui équivalait en pratique à des exécutions sommaires,
Le dépouillement des effets personnels était une autre pratique courante. Montres, bagues, documents et photographies de famille étaient confisqués au début des marches ou lors des pauses nocturnes. La faim était également utilisée comme instrument de contrôle psychologique. Les rares rations étaient distribuées de manière arbitraire, favorisant ceux qui montraient une obéissance absolue et punissant par un jeûne prolongé ceux qui résistaient ou protestaient. Les chiffres des pertes sont difficiles à préciser en raison de la destruction des archives et de la dispersion des événements. Mais les estimations conservatrices parlent de dizaines de milliers de morts. Pendant le retrait allemand d'Ukraine en 1943, on estime qu'entre 10 000 et 15 000 prisonniers sont morts lors des trajets vers les installations de détention. Après l'opération Bagration en Biélorussie en 1944, les pertes furent encore plus importantes. Des plus de 300 000 soldats capturés, seule une partie a été enregistrée formellement dans des camps de prisonniers. La majorité a péri en chemin. En Pologne, durant l'hiver de 1945, des milliers d'autres sont morts dans des marches qui ont duré des semaines. Ce phénomène ne se limitait pas aux grandes opérations. Même lors d'affrontements locaux, de petits groupes de prisonniers étaient forcés de parcourir des distances qui, bien que n'excédant pas 50 km, étaient mortelles pour ceux qui étaient affaiblis. Le climat rigoureux et l'absence de logistique rendaient tout déplacement mortel. Les récits des survivants décrivent des scènes de désespoir. Des prisonniers qui se traînèrent par terre pour rester en mouvement, des camarades partageant les dernières miettes de pain, des corps portés sur les épaules par d'autres pour éviter des exécutions immédiates. Certains allaient jusqu'à demander aux gardes de les tuer pour mettre fin à leur souffrance. Ils recevaient rarement de la compassion, la réponse la plus courante était un tir immédiat. La destination finale de ceux qui survivaient aux marches n'impliquait pas une amélioration significative. En arrivant dans les camps improvisés, ils faisaient face à une faim chronique, à la propagation de maladies et à des travaux forcés dans des conditions extrêmes. Les marches fonctionnaient ainsi comme un filtre initial de survie. Seuls ceux qui résistaient physiquement au trajet pouvaient parvenir aux installations de détention. Pour une grande partie des capturés, le véritable supplice n'était pas la captivité ultérieure, mais le chemin qu'ils devaient parcourir pour l'atteindre. L'empire de la faim, le goulag comme machine d'extermination. Le réseau de camps de travaux forcés soviétiques, connu sous le nom de goulag, est devenu la destination finale de centaines de milliers de prisonniers allemands capturés sur le front de l'Est. Dès les premiers mois de l'invasion allemande, et avec plus d'intensité à partir de 1943, le système a absorbé progressivement des dizaines de milliers de soldats de la Wehrmacht et de leurs alliés. Ce qui, pour les planificateurs soviétiques, était une structure consolidée pour contrôler les dissidents et exploiter les ressources internes, s'est transformé en un mécanisme de gestion des prisonniers étrangers qui, en pratique, signifiait travaux forcés, faim prolongée et une mortalité extraordinairement élevée. Le goulag fonctionnait depuis les années 1930 comme partie intégrante du régime. Il englobait des milliers de camps répartis des régions arctiques jusqu'en Asie centrale, destinés à l'origine aux prisonniers politiques, aux criminels de droit commun et aux minorités ethniques considérées comme hostiles. Avec l'arrivée massive de prisonniers de guerre, beaucoup de ces camps ont été adaptés et agrandis. Le NKVD a organisé des installations spécifiques pour les captifs étrangers à Karaganda, Vorkuta, Sverdlovsk, Norilsk et Tachkent. Dans la plupart des cas, il s'agissait de camps préexistants, désormais saturés avec des contingents bien supérieurs à ceux prévus. Le travail forcé constituait le noyau opérationnel de ces installations. Les prisonniers allemands étaient employés dans l'exploitation minière, l'abattage de forêts, la construction de routes et de chemins de fer, la réparation d'infrastructures détruites et, dans certains complexes, dans l'extraction d'uranium et de charbon dans des conditions de dangerosité maximale. À Vorkuta et Norilsk, l'exploitation des mines de charbon se faisait sous des températures négatives une grande partie de l'année. À Karaganda, dans les steppes du Kazakhstan, les prisonniers travaillaient dans l'extraction de minerais et dans des activités agricoles dans un environnement de pénurie structurelle de nourriture et d'eau. Dans le Caucase, ils furent affectés à la réparation de ponts et de routes détruits, souvent sans outils adéquats et toujours sous surveillance armée. Les journées de travail s'étendaient entre 10 et 12 heures par jour.
Les pauses minimales étaient destinées uniquement à consommer une ration insuffisante de soupe diluée et de pain noir de mauvaise qualité. La productivité individuelle est devenue un critère de survie. Ceux qui parvenaient à maintenir un niveau de rendement supérieur pouvaient recevoir des rations marginalement meilleures. Ceux qui tombaient dans la faiblesse physique entraient dans un cycle de famine irréversible. Les maladies se propageaient rapidement dans les baraquements surpeuplés. Le typhus exanthématique, la dysenterie et la tuberculose ont été responsables de dizaines de milliers de morts. Les installations sanitaires étaient rudimentaires ou inexistantes et les services médicaux insuffisants. Les épidémies parcouraient sans frein les pavillons saturés. La faim affaiblissait encore plus les défenses physiques et transformait toute infection en condamnation presque certaine. Les baraquements consistaient en des structures en bois mal isolées, sans chauffage adéquat. Les couchettes étaient de simples plateformes partagées par des dizaines de prisonniers sans matelas ni couverture. Pendant les hivers, les températures descendaient à des niveaux extrêmes et les vêtements fournis étaient insuffisants. En été, l'accumulation d'insectes et de parasites aggravait la propagation des maladies gastro-intestinales. La faim était l'élément central dans le processus de dégradation. Les rations quotidiennes dépassaient rarement le minimum nécessaire pour maintenir les fonctions vitales après de longues journées de travail. Les prisonniers développaient des œdèmes, une perte accélérée de masse musculaire et une faiblesse généralisée. Beaucoup se tournaient vers la consommation d'herbes, d'écorces ou de déchets trouvés dans les poubelles. La faim permanente les transformait progressivement en nombres incapables de tenir des outils ou d'effectuer un effort physique significatif. Les témoignages de survivants allemands décrivent des scènes de dépouillement systématique. À leur arrivée, ils étaient privés de montres, bagues, documents et photographies familiales et répartis dans des brigades de travail sans période d'adaptation. La recherche constante de nourriture est devenue l'activité dominante en dehors des heures de travail. Échanger des objets personnels contre des morceaux de pain, mendier des restes aux gardes ou fouiller les poubelles étaient des pratiques courantes. La déshumanisation était délibérée. Les gardes traitaient les prisonniers comme une main-d'œuvre jetable, sans valeur au-delà de leur capacité productive immédiate. Les malades qui ne pouvaient pas travailler étaient isolés dans des baraques où la mortalité était quotidienne. L'enterrement des cadavres était la tâche des quelques prisonniers survivants. En hiver, les corps s'accumulaient dans des zones ouvertes jusqu'à ce que le sol permette de creuser des tranchées. Tout au long de l'année, le roulement des travailleurs était extrêmement élevé, avec une espérance de vie de seulement quelques mois pour la majorité. Les chiffres de mortalité documentent l'ampleur. On estime qu'1 million de soldats allemands sont morts en captivité soviétique, la plupart dans le système du goulag. Les statistiques officielles soviétiques reconnaissent environ 400 000 décès, mais des études ultérieures en Allemagne et en Russie doublent ce chiffre, y compris les disparus et ceux qui n'ont jamais été enregistrés. La mortalité a atteint son maximum entre 1943 et 1946, lorsque la saturation des camps a coïncidé avec la pénurie de nourriture dans toute l'Union soviétique. L'arrivée massive de prisonniers, après des opérations comme Bagration en 1944, a débordé le système. À Karaganda, la population de prisonniers a dépassé les 40 000 en quelques mois, générant un effondrement sanitaire immédiat. À Vorkuta, où les températures descendaient jusqu'à 50 degrés en dessous de zéro, la mortalité était si élevée que les corps étaient transportés directement des baraquements aux fosses communes. À Norilsk, les travaux de construction industrielle ont été réalisés presque exclusivement avec de la main-d'œuvre allemande, dans un état de faiblesse extrême, et peu ont survécu au premier hiver. La dégradation physique s'accompagnait d'une détérioration psychologique profonde. De nombreux prisonniers tombaient dans un état d'apathie totale, connu dans le jargon des camps sous le nom de Musselman, où la volonté de vivre disparaissait complètement. Dans de telles conditions, la mort arrivait en quelques jours. Le système du goulag fonctionnait, en termes pratiques, comme une forme d'exécution prolongée. Contrairement aux fusillades immédiates sur le champ de bataille ou aux marches mortelles où la mort survenait en quelques heures ou jours, ici l'agonie s'étendait sur des semaines ou des mois. La faim, les maladies non traitées et le travail exténuant réduisaient progressivement les chances de survie à des niveaux minimes. Seule une minorité a réussi à résister physiquement jusqu'au rapatriement tardif, qui, dans certains cas, ont eu lieu plus d'une décennie après la fin officielle de la guerre.
Crépuscule du Reich, captivité sans retour. La capitulation allemande en mai 1945 n'a pas signifié la fin immédiate de la souffrance pour des millions de soldats et de civils liés au régime nazi. Sur le front oriental, la reddition formelle a marqué le début d'une période caractérisée par des représailles, des déportations massives et des travaux forcés qui se prolongeraient pendant des années. L'effondrement du Reich a coïncidé avec un moment de violence maximale, notamment dans les territoires d'Europe de l'Est dévastés par des années d'occupation allemande. En Allemagne de l'Est et en Pologne, des exécutions immédiates ont eu lieu durant les semaines suivant la fin des hostilités. Des troupes soviétiques et des milices locales ont jugé sommairement des soldats allemands capitulés, des officiers de la Wehrmacht et des membres de forces policières ayant participé à des opérations contre des civils. Dans les villages polonais où les massacres allemands avaient été particulièrement intenses, les habitants ont organisé des lynchages publics. Certains prisonniers ont été fusillés sur les places centrales ou pendus aux arbres en représailles directes pour les atrocités commises dans la même localité. Les archives du NKVD documentent des milliers d'exécutions sommaires réalisées au printemps et en été 1945, avec des concentrations notables en Silésie, Poméranie et Prusse orientale. Ces exécutions ont été effectuées tant par l'initiative de commandements militaires que par des actions spontanées de civils locaux. Avec le contrôle territorial consolidé, la politique soviétique s'est orientée vers les déportations massives de la population allemande. Déjà en décembre 1944, Moscou avait émis un ordre qui établissait la déportation de tous les hommes entre 17 et 22 ans 45 ans et des femmes considérées aptes pour les travaux physiques dans les zones récupérées de l'Europe de l'Est. Entre 1945 et 1946, environ 200 000 personnes ont été transférées depuis la Roumanie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne vers l'intérieur de l'Union soviétique. À cela se sont ajoutés les prisonniers de la Wehrmacht capturés en Allemagne, envoyés dans des trains de bétail ou en marche forcée vers les camps de travail. Le critère de sélection était large. Il incluait non seulement des combattants actifs, mais aussi des civils considérés comme utiles pour la reconstruction, femmes ayant servi dans des organisations auxiliaires, opérateurs de communication, personnel médical et infirmières. Dans de nombreux cas, une simple identification en tant que collaborateur du régime suffisait pour être déporté. Ces mesures étaient officiellement justifiées comme faisant partie des réparations de guerre. Staline avait déclaré aux Alliés que la main-d'œuvre allemande devait compenser la dévastation subie par l'Union soviétique. Les prisonniers et déportés ont été employés dans des projets stratégiques. Dans le Donbass et dans l'Oural, ils travaillaient dans des mines de charbon. À Jakimov, en Tchécoslovaquie sous contrôle soviétique, ils étaient employés à l'extraction d'uranium destiné au programme nucléaire. En Sibérie et au Kazakhstan, ils ont été forcés de construire des lignes ferroviaires, d'abattre des forêts et de réaliser des travaux agricoles dans des régions à faible productivité. Dans des villes détruites comme Stalingrad, Minsk et Smolensk, ils ont participé à la reconstruction de bâtiments et d'infrastructures. Les conditions de travail étaient similaires à celles du système du goulag, journée de plus de 10 heures, alimentation insuffisante et surveillance constante. La mortalité était élevée, surtout dans les premières années de l'après-guerre, lorsque l'Union soviétique faisait face à une pénurie alimentaire, même pour sa propre population. Entre 1945 et 1949, des dizaines de milliers de prisonniers allemands sont morts de faim, d'épuisement et de maladies non traitées dans le cadre de ces déportations et travaux forcés. Les libérations ont commencé partiellement en 1946. Le critère principal était l'état de santé. Les malades graves, les invalides et les personnes âgées ont été rapatriés avant les jeunes en état de travailler. Entre 1946 et 1947, des milliers de soldats sont retournés en Allemagne dans un état d'extrême faiblesse et avec des séquelles permanentes. Cependant, la majorité des jeunes captifs est restée dans les camps pendant plusieurs années de plus. En 1948 et 1949, avec la consolidation de la République démocratique allemande et la réorganisation de l'Europe de l'Est, le rythme des libérations a augmenté. Pourtant, les officiers de haut rang et les membres des SS sont restés en captivité jusqu'au début des années 1950.
Le rapatriement le plus large s'est produit en 1955, après les négociations de Konrad Adenauer avec Moscou, ce qui a permis le retour de milliers de prisonniers qui avaient passé une décennie dans des camps soviétiques. Les survivants sont arrivés avec des séquelles physiques irréversibles, tuberculose chronique, malnutrition sévère, problèmes respiratoires dérivés de l'exposition à des substances toxiques et blessures dues à des travaux forcés sans mesure de protection. L'impact psychologique a été tout aussi profond. Beaucoup se souvenaient de la faim constante, des marches initiales et de la vision quotidienne de la mort parmi les compagnons de captivité. Ces expériences ont laissé des altérations durables chez ceux qui ont réussi à survivre. Une partie des rapatriés a choisi de garder le silence dans l'Allemagne d'après-guerre. La société cherchait à se reconstruire et, dans de nombreux cas, il était difficile de transmettre des expériences marquées par la défaite militaire et la responsabilité allemande pour les crimes de guerre. Dans la République démocratique allemande, sous influence soviétique, l'existence de prisonniers allemands en URSS a été minimisée et présentée comme un processus de rééducation antifasciste. Dans la République fédérale d'Allemagne, en revanche, le sujet est devenu une question politique centrale. Des associations de familles ont exigé le retour des disparus et ont organisé des événements publics pour garder vivante la mémoire des captifs. Le calcul final des pertes situe à environ 1 million les Allemands morts en captivité soviétique. Le chiffre inclut les décédés dans le système du goulag et ceux qui sont morts lors des déportations et des marches d'après-guerre. L'ampleur de ces pertes fait de la captivité en Union soviétique l'un des épisodes les plus dévastateurs de l'expérience allemande sur le front oriental. Pour de nombreux soldats, la reddition de mai 1945 ne signifia pas la fin de la guerre, mais le début d'une captivité prolongée. Le rapatriement tardif, dans certains cas 10 ans après, montre que l'expérience guerrière pour des milliers d'hommes ne s'est pas conclue avant le milieu de la décennie de 1950. La violence du front oriental s'est ainsi étendue au-delà du cadre temporel de la guerre, prolongeant ses effets dans la vie des vaincus bien après la signature de la capitulation.